Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement était hier en visite dans la ferme Clédou à Baguineda et la pépinière de Korokoro dans la zone de Fana. Sur place, le ministre a apprécié l'élevage des oiseaux et les efforts déployés par les femmes de Korokoro qui ambitionnent de produire 10 millions de pots de plants. Manuscrit de Tombouctou, le directeur de l'Institut Ahmed Baba lance un appel à la communauté internationale pour aider à la récupération des documents. 5000 manuscrits ont été pillés. Nous parlerons encore d'écrits avec Aïcha Diara et Oumar Sidibé, deux écrivains étudiants qui viennent de produire chacun un livre pour célébrer leur 18e anniversaire. Notre reporter Sori Ibrahima Keïta est allé à la rencontre, c'est le grand format de cette édition. Nous sommes dimanche 10 mars, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Tout d'abord, le président de la République par intérim, professeur Dionkunda Traoré, a quitté Bamako ce matin pour Nouakchott pour une visite d'amitié et de travail. Sur place, le professeur Dionkunda Traoré doit rencontrer son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, visiter les stations de traitement et de pompage d'eau de PK7. Il est prévu également une entrevue avec les représentants de la communauté malienne en Mauritanie. Plus de détails sur ce voyage du président de la République dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Idrissa Traoré et Sira Bachili. Voilà le président de la République qui s'est envolé ce matin pour Nouakchott. Le président de la République qui salue ici les corps constitués. C'était ce matin à l'aéroport Bamako-Sénou. Les échos de ce voyage présidentiel avec nos envoyés spéciaux. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, accompagné du chargé d'affaires à l'ambassade du Danemark et de l'ambassadeur de la Suède dans notre pays, était en visite hier dans la ferme Clédou et dans le village de Korokoro. Sur place, les visiteurs ont pu apprécier l'élevage d'oiseaux et la pépinière des femmes de Korokoro qui ambitionnent de réaliser 10 millions de pots de plants. L'objectif de toutes ces réalisations est d'enrichir nos forêts classées en faune et en flore. Le ministre Ousmane Agarisha et les diplomates ont promis d'accompagner ces initiateurs pour l'atteinte des objectifs visés. Tiemogo Sagara. La ferme Clédou a été la première étape de cette visite. Ici, le ministre Ousmane Aguirissa et les diplomates qui l'accompagnent ont apprécié les sous-produits des autruches avant de visiter les parcs qui abritent à ce jour 2500 autruches, l'enclos des 25 000 tortues, les nandous et les kangourous nouvellement arrivés dans cette ferme de 300 hectares. Les visiteurs du jour ont également échangé avec les élèves vétérinaires venus ici pour parfaire leur formation pratique. C'est très important de venir sur le terrain, de rencontrer les villageois, de voir qu'avec un peu de soutien, avec des associations, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on a vu ce matin dans la ferme de Clédou et aussi ici dans le village de Korokoro. La deuxième étape de la visite a concerné la pépinière des femmes de Korokoro. D'une superficie de 4 hectares et demi, cette pépinière est exploitée par les femmes du village dans le cadre de l'exécution d'un projet initié par l'association des compagnons de la nature, la faune et la flore. Il s'agit de produire 10 millions de plantes au cours de la première phase du projet et 15 millions pendant la deuxième phase. L'objectif est de reverdir les forêts classées qui sont en voie de dégradation avancée. Au niveau du département, nous avons réfléchi avec l'ensemble de mes services techniques pour voir quelle option faire justement pour que ces forêts classées puissent être sauvées. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. L'État aujourd'hui, je ne dirais pas n'a pas les moyens. Il a les moyens, mais il n'est pas outillé pour gérer une forêt. C'est le secteur privé qui a l'outil, mais qui n'a pas beaucoup de moyens. Le ministre et sa délégation ont promis d'accompagner M. Koulibaly afin que les forêts classées soient riches en faune et en flore.
Sur un tout autre plan, dans la vieille ville de Tombouctou, près de 5000 manuscrits ont été pillés par les extrémistes salafistes. Le directeur de l'Institut Ahmed Baba s'est rendu sur place pour constater l'ampleur du dégât et envisager les mesures alternatives. Abdul Kadri Maïga a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir Tombouctou par rapport à la récupération des manuscrits. Envoyés spéciaux, Chérif Moulay et Adama Djimde. Ces manuscrits constituent la mémoire de la cité des 333 saints. Ils traitent des domaines les plus divers et variés tels que la littérature, les sciences, l'histoire, la sociologie ou encore la théologie. Près de 5000 ouvrages ont été brûlés par les salafistes. Le premier responsable du centre Ahmed Baba envisage une autre stratégie de récupération et de conservation de ces biens précieux qui appartiennent à toute l'humanité. Dans ce sens, il faut que toute la communauté vraiment s'intéresse, vraiment s'implique pour la sauvegarde de ce qui reste. Essayer maintenant d'avoir les manuscrits qu'on vient de perdre, si on peut avoir maintenant des copies avec d'autres pays. Il faut que la communauté internationale, surtout les instituts de recherche, nous aident beaucoup à vraiment reconstituer maintenant notre trésor. Ces paquets pour la conservation des manuscrits seront envoyés à Bamako pour ramener ce qui a pu être sauvé. Le dispositif de numérisation a été saboté et emporté. Les occupants avaient emporté tout avec eux, surtout l'essentiel qui est le cerveau. Bon, il y avait les écrans qui étaient restés, mais quelques écrans, pas l'ensemble des écrans, parce qu'ils ont endommagé aussi certains écrans. Après le stockage des lieux, les chercheurs sont parmi les premiers perdants. Tous les chercheurs, les travailleurs de ces drapes, les catalogueurs, les numérisants sont déplacés à Bamako. Les manuscrits, une partie est là, donc une partie a été brûlée, une partie a été saccagée. Donc vraiment, ça crée des problèmes. L'histoire de Tombouctou est liée à celle des manuscrits. La construction du centre avait coûté près de 2 milliards de francs CFA à l'Afrique du Sud. Nous restons au nord à Gao. L'association Cri de Cœur vient de doter le lycée Yana Maïga d'un centre d'appui psychosocial et sanitaire, des médicaments et du matériel didactique. Le coût de ces dons s'élève à plus de 12 millions de francs CFA. Envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diara et Massa Doumbia. Cri de cœur au chevet des élèves du lycée Yana Maïga. Après le saccage de l'infirmerie de cet établissement scolaire par le Moujao, les censeurs et les élèves retrouvent le sourire. Le lycée vient de bénéficier d'un centre d'appui psychosocial et sanitaire, du matériel didactique et les médicaments. Cette donation est l'œuvre de l'association Cri de Cœur. L'appui est venu d'un constat, suite à tous les événements traumatisants que les élèves ont vécus. Il a été constaté par le corps professoral que certains ils restent les yeux hagards, ils ne sont pas concentrés. Il y en a qui ont des cahiers toujours des pages vierges, ils ont décelé qu'il y a un problème. Et comment apporter une solution au problème? C'est de leur apporter un appui psychomédical. Et l'autre constat, avec tout ce que nous avons vécu, il y avait initialement un projet d'infirmerie. Avec les événements, il n'y a pas d'infirmerie. Donc c'était urgent pour un lycée de 1000 et quelques élèves. Sans infirmerie, pour nous, il y a lieu d'intervenir. Un devoir de génération a soutenu le président du Cri de Cœur. Tous ces efforts sont consentis pour la réussite des élèves. Notre souci, c'était également la santé de ces élèves. Quand vous réunissez des enfants, il y a beaucoup de responsabilités. Et Cri de Cœur vient de nous enlever une épine du pied en nous aidant à faire fonctionner notre infirmerie qui a été saccagée par les islamistes. De leur côté, les femmes de Katadjoual ont en leur manière remis symboliquement un carton de thé, de sucre et de lait aux forces maliennes. Coupure d'électricité en cette période de chaleur, difficile de tenir. En 5e région, il y a environ une semaine, les populations de Mopti et Sévaré sont confrontées à une coupure d'électricité durant toute la journée. Pour s'enquérir de l'état réel de la situation et de ses conséquences sur certaines activités, une équipe de reportage de l'ORTM s'est rendue dans les deux villes auprès de certains abonnés. Moustapha Doumbia. Depuis près d'une semaine, la coupure d'électricité durant la journée est devenu un phénomène fréquent dans les villes de Mopti et Sévaré, ce qui, du coup, a ralenti plusieurs activités. Ainsi, bon nombre d'ateliers de soudure ou de couture, les banques et les microfinances, les stations d'essence et autres structures dont les travaux dépendent en grande partie de l'électricité utilisent comme moyen alternatif des groupes électrogènes. On fonctionne sur un groupe électrogène tous les jours, donc c'est vraiment désolant, mais on est vraiment
On fonctionne ainsi. Imaginez, par jour, on consomme au moins 50 litres tous les jours. Ça va faire vraiment un coût énorme pour la banque. Vraiment, ça nous donne de la peine. On n'arrive même pas à faire des recettes, quoi. Le courant, c'est la vie. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vie. S'agissant des structures de santé, certains centres de santé ne sont pas à l'abri du délestage. Parmi ceux-ci, le centre médical Mali-Gavardo. Notre centre a été déclaré comme un site d'URENI, une unité de récupération nutritionnelle intensive. Mais des fois, nous recevons ces enfants avec beaucoup de complications. Ils viennent des fois dans un état affaibli et ils ont besoin d'être oxygénés. Et pour les oxygéner, il faut l'électricité. Et nous avons un groupe électrogène que nous mettons en marche, mais faire tourner aussi un groupe 24 heures sur 24, c'est pas facile. D'autres structures régionales, parmi lesquelles le bureau des douanes de Mopti, la Société malienne de gestion de l'eau potable, sont aussi touchées par la coupure d'électricité. Quant aux radios privées, elles sont aussi obligées de marcher sur groupe électrogène ou de ne pas émettre durant la journée. Face à la situation, nous avons approché la direction régionale de l'EDM-SA de Mopti. Nous espérons que les clients vont nous comprendre parce que c'est l'état même du pays. Le délestage est plus chronique à Bamako et dans les autres régions que Mopti. Dans cette situation de délestage, le jour, il y a les endroits prioritaires qui sont sécurisés, tels que les forces de sécurité, les hôpitaux, les services de santé, l'administration publique. Et en cas de situation ponctuelle, nous sommes prêts à alimenter d'autres endroits. Signalons que malgré l'absence d'électricité durant la journée, certains services, dont la Société malienne de gestion de l'eau potable, ont choisi de travailler jusqu'à 23 heures pour servir leurs clients. Les étudiants tchadiens au Mali ont rendu visite à leurs compatriotes blessés sur le théâtre des opérations à l'Adra des Iforas. Les blessés, au nombre de 16, sont répartis dans les hôpitaux de Bamako, parmi eux un général, un colonel et 10 sous-officiers. Fademba Keïta. Ils sont au total 16 militaires tchadiens blessés au cours des opérations lancées contre les terroristes retranchés dans les Adras des Iforas. Parmi eux figurent un général, un colonel, un lieutenant et des sous-officiers. 9 sont admis à l'hôpital polyclinique caritatif de Kati, 3 à l'hôpital de Kati, 1 au Gabriel Touré. Le général blessé et 3 autres sont à l'hôpital du Mali. L'initiative des étudiants vise à donner réconfort et assistance morale à leurs compatriotes blessés pour une cause commune. Nous sommes des Africains. L'Africain est toujours, si son prochain a quelque chose, il a l'affection et il a la chaleur d'assister à son prochain. C'est ça ce qui nous a animés aujourd'hui pour venir rendre visite à nos frères tchadiens. À l'hôpital de Kati, le personnel soignant rassure que la vie d'aucun blessé tchadien n'est en danger. Actuellement, ces patients sont hors danger, car depuis le jour de leur arrivée ici, ils sont pris en charge correctement. Nous avons des traumatologues ici, 2 professeurs, qui sont en train d'assurer leur prise en charge. Les patients se disent honorés de la visite et se réjouissent des conditions de traitement par les autorités maliennes. D'abord, ils tiennent à remercier le président de la République du Tchad, son Excellence M. Idriss Déby Itno, pour son acte qu'il a posé, un acte salutaire. Pour la sécurité de l'Afrique, ils sont prêts à aller n'importe où. Du début des opérations à ce jour, le contingent tchadien sous le commandement du général Mohamed Idriss Déby Itno a perdu 26 hommes. Actuellement au Mali, on compte près de 300 étudiants tchadiens. La grève des élèves étudiants est terminée. Les cours reprennent demain, lundi, 12 mars 2013. Donc les cours reprennent le 12 mars 2013. Le communiqué de levée du mot d'ordre de grève est lu ici par Sekou Diallo du bureau de coordination de l'AEM. Il est au micro de Tchemogo Sagara. Chers élèves et étudiants du Mali, la Coordination nationale des élèves et étudiants du Mali informe ses militantes et militants que des solutions ont été envisagées par les ministres en charge de l'éducation pour résoudre les différents problèmes qui ont motivé la grève. Par conséquent, nous déclarons la levée du mot d'ordre de grève ce jour 9 mars 2013 et invitons nos camarades à regagner les classes à partir du lundi 11 mars 2013 à 7 h. Le bureau de coordination remercie ses militantes et militants
et compte sur la bonne compréhension de tous. Oser lutter, c'est oser vaincre. La lutte continue. Le secrétaire général du bureau de coordination nationale de l'Association des élèves étudiants du Mali, Sékou Diallo. Voilà, vous l'avez compris, les cours reprennent demain lundi 11 mars 2013. Du 16 au 20 avril prochain, Bamako sera la capitale de l'entrepreneuriat ouest-africain. L'annonce a été faite ce matin par les entrepreneurs de la zone EMOA. Le compte rendu de Chakoumar Sangari. Premier du genre, le salon CV, un cadre pour les jeunes entrepreneurs maliens et africains d'exploitation des opportunités de développement des différents secteurs de l'économie et du coup favoriser l'intégration. Exposition, vente, conférences et autres ateliers thématiques sont au programme de ce premier salon des jeunes entrepreneurs de l'UEMOA. Nous pensons aujourd'hui que cet événement va être très important au moment actuel du pays, compte tenu du fait que cet événement doit beaucoup contribuer à la relance de l'économie du pays. Et surtout, c'est dans ce cadre aussi que nous avons été motivés vraiment à l'organiser à cette date. En plus des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA et d'Afrique, ceux d'Europe et de la Chine sont également attendus. Aussi, quelques 20 000 visiteurs pour une centaine de stands de 9 à 24 mètres carrés. On pense déjà à la pérennisation de cette activité. L'économie malienne n'a besoin que de tels cadres. Les salons, les foires, qui sont des liens, des cadres privilégiés du donner et du recevoir. L'initiative est de l'agence de communication Image Group en partenariat avec la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africain UEMOA. Toujours dans le monde des affaires, s'enquérir des conditions de travail et des problèmes auxquels sont confrontées les unités industrielles de transformation des grains de coton de la région de Sikasso. Tel est l'objectif de la mission d'information et de sensibilisation du ministère des Investissements, de l'Industrie et du Commerce qui vient de faire un bref séjour en 3e région de Sikasso. Le compte rendu de Fatoumata Diallo. L'huilerie cotonnière Alcoma SA, basée à Bougouni Tourakabougou, a été la première unité industrielle à recevoir la mission d'information et de sensibilisation conduite par le chef de cabinet du ministre des Investissements, de l'Industrie et du Commerce en 3e région. La mission, qui a porté essentiellement sur la sécurité sanitaire des produits qui dérivent de la transformation des graines de coton, que sont l'huile et l'aliment bétail, a permis aux missionnaires de constater de visu les conditions de travail dans les usines de Bougouni, Koutiala, Sikasso, de la matière première aux raffineries, en passant par les salles de presse, les laboratoires. Qui parle d'huile parle de consommation, parle de santé publique, et notre département est fortement interpellé par rapport à la qualité de l'huile. Donc on vérifie les usines qui n'ont pas d'agrément. On essaie de voir si les engagements qui avaient été pris il y a 2 mois, il y a 3 mois, ont été respectés. Sinon, la DNCC sera obligée de passer à la phase de la répression qui consiste à fermer les usines. Une opportunité alors pour les industriels sikassois d'extérioriser les problèmes qui les minent, entre autres écoulement des produits, coûts exorbitants de l'électricité. Le développement des pays ne peut pas aller sans les industries, quoi. Nous, c'est vrai qu'on a des industries comme certaines sont artisanales, mais au moins il y a cette volonté d'industrialisation parce que ça nous permet de transformer sur place nos produits. Et le Mali a beaucoup de potentialités, ça nous permet de créer de la valeur ajoutée, ça nous permet aussi de résorber quelque peu le chômage. Donc à ce niveau-là, je pense que le bilan est satisfaisant. La promotion de l'énergie solaire, le prélèvement régulier des échantillons par l'eau de production aux fins de leur traçabilité et le perfectionnement des emballages ont été parmi tant d'autres les conseils prodigués par la mission d'information qui n'a pas manqué de rencontrer les industriels et les autorités administratives à chaque étape de la visite. Solidarité agissante de la CODEM en 3e région en direction des populations de Gao. La Convergence pour le développement du Mali vient d'apporter plus de 4 millions de nos francs en espèces et en nature collectés auprès des militantes et militants de la région de Sikasso. La remise du don au Bureau national s'est déroulée hier sous la présidence du gouverneur de la 3e région qui a salué l'élan de solidarité des Sikassois à l'endroit des personnes déplacées et de toutes les victimes de la guerre. Le secrétaire général adjoint du parti à Sikasso, Daouda Malé, et le premier vice-président Suleiman Makamba Doumbia
ont donc félicité et ont rappelé que le parti s'impliquera toujours auprès de ses partenaires et militants pour apporter le soutien nécessaire aux déplacés. Plus de 15 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé par l'ensemble des populations du cercle de Yélémané en guise de contribution à l'effort de guerre. La remise officielle de ces fonds a donné lieu à une cérémonie qui a regroupé les élus, les autorités administratives et les chefs de services locaux de Yélémané, Nuhum Kontaga. Cette contribution de plus de 15 millions de francs CFA des populations du cercle et du groupement des commerçants d'État à l'effort de guerre a officiellement été remis au chef de l'exécutif local par le président du conseil de cercle, M. Moussa Samassa, et Soumaïla Diakité, président du groupement des commerçants détaillants du cercle. Je lance un appel à tous ceux qui n'ont pas encore effectué une contribution de le faire puisque la guerre n'est pas terminée. Le préfet du cercle, M. Sekou Samake, qui a apprécié ce geste à sa juste valeur, a, au nom de sa hiérarchie et des plus hautes autorités du pays, remercié les populations en leur donnant l'assurance que le don reçu sera utilisé à bon escient. Une délégation du parti Sénéde Faso Yiriwaton s'est rendue la semaine dernière au Congo-Brazzaville, conduite par son président, Maître Mountaga Tall. La délégation a animé un meeting d'information sur la situation politico-sécuritaire du pays et les élections à venir. Les Maliens de Brazzaville ont exprimé leur soutien au processus de libération en cours. Tous ont prié pour le retour rapide de la paix au Mali. Lancement du projet du nouveau regard sur la vie s'est déroulé ici à Bamako. Ce projet est initié par la jeune chambre internationale Bamako Elite. Il concerne les filles mineures du centre de détention de Bolé. L'objectif des nouveaux regards sur la vie est d'améliorer les conditions de vie des mineurs de Bolé et de faciliter leur insertion sociale. Rachel Tessougué. Le projet Un nouveau regard sur la vie vise à améliorer les conditions de vie des filles mineures du centre de détention de Bolé, afin de leur permettre une bonne réinsertion socio-économique. Elles pourront ainsi éviter un retour dans le milieu carcéral. Ce projet, qui s'étendra sur 3 ans, est composé de 4 volets. Le volet 1 portera sur l'amélioration du cadre de vie des filles mineures à l'intérieur du centre de Bolé. Le volet 2 consistera à doter l'infirmerie de médicaments et à organiser des journées de consultation. Le volet 3 sera axé sur la réhabilitation des unités de formation et de production, l'aviculture, la savonnerie, la teinture et le maraîchage. Le gouvernement salue l'action des initiateurs de ce projet, car il offre une seconde chance et un avenir plus radieux aux filles mineures du centre de détention de Bolé. Ce projet vient vraiment à temps nommé parce que ça aide vraiment le département à faire front à tous ces besoins qui sont là, ces besoins d'assainissement, ces besoins de réinsertion après vraiment la période de détention. La jeune chambre internationale Bamako Elite veut également appuyer le département de la justice dans sa politique d'humanisation de toutes les prisons du Mali. Suite à l'interpellation de Boukari Daou, directeur de publication du journal Le Républicain, nous avons reçu les réactions de la Maison de la Presse, du groupement patronal de la presse, de l'Association des éditeurs de presse, de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, de l'Organisation des jeunes reporters du Mali qui s'insurgent tous contre ce qu'ils appellent une atteinte grave à la liberté de la presse et demandent la libération immédiate du confrère. À Bamako, 42 écoles ont pris part à un concours sur le code de la route. Les candidats sont au nombre de 84, soit 2 par établissement. Il s'agit des élèves du premier et second cycle fondamental et ceux du lycée. Ce test devra permettre de connaître le niveau de ces élèves sur la circulation routière. Les meilleurs seront suivis, vont donc sensibiliser à leur tour leurs camarades. C'est une initiative du projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière Palir Moussafani. La sécurité routière est l'une des priorités des autorités maliennes. C'est pourquoi le projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière Palir vient d'initier un test à l'intention des élèves du district de Bamako. Ils sont au total 84 élèves du niveau fondamental et secondaire à prendre part à ces concours. Objectif, cultiver une meilleure connaissance du code de la route chez les élèves. Nous avons demandé à ce qu'on
que les enseignants arrivent à insérer un peu dans les cours DCM pour que les enfants puissent vraiment réaliser la situation et se comporter en conséquence. Il ne faudrait pas que ça se limite seulement à un concours. Il faudrait des actions aussi pour sensibiliser encore, communiquer de plus. Il faut que parler aille de loin encore. Ce qu'ils font, c'est déjà bien. Mais il faut qu'ils multiplient encore les interventions dans les écoles. Ici, nous sommes dans la salle du niveau secondaire. Les questions sont relatives au port du casque et aux accidents de la circulation à Bamako. Pour moi, c'est très facile parce que ça nous parle des accidents causés de la route, des problèmes des CAX, l'importance des CAX. Nous devons éviter les problèmes sur la route. Respectons les panneaux, surtout les panneaux des dangers, panneaux d'interdiction, tout ça là. À l'issue de ce concours, les meilleurs élèves serviront des relais pour sensibiliser leurs camarades dans les écoles. À Bougouni, la police vient de mettre la main sur 2 individus spécialisés dans le vol de câbles sur les installations électriques d'EDEM SA. Nous retrouvons Mohamedou Samba Maïga. Nombreuses enregistrées ces derniers temps par la SOMAGEP et l'EDEM concernant les vols répétés sur leurs installations, la police de Bougouni a multiplié les patrouilles de jour comme de nuit. C'est ainsi que du 25 au 26 février, vers 1h du matin, elle a mis la main sur 2 individus en flagrant délit de vol de câbles électriques sur le tronçon de la centrale thermique de l'EDM. Ces 2 jeunes étaient jusqu'à leur arrestation agents bénévoles à l'EDEM de Bougouni il y a plus de 2 ans. La perquisition à leur domicile a permis de découvrir différents objets dont des compteurs, des têtes de robinet et du matériel servant à commettre leur forfait. L'adjudant-chef de police Kyokoro Doumbia, acteur principal de ce coup de filet, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il exhorte les populations à plus de collaboration pour leur faciliter leur mission. Pour le commissaire de police contrôleur général Diotigi Gabaté, le bénévolat ne doit pas plonger les jeunes dans la délinquance. Nous arrivons à présent au grand format de cette édition. Des écrivains, on en connaît une volée, mais des écrivains étudiants, en voilà une nouvelle race. Notre reporter Souri Ibrahima Keïta en a rencontré 2. Aïcha Diara et Oumar Sidibé ont produit chacun un livre pour arroser leur 18e anniversaire. Inédit dans un pays où l'une des plaies de la jeunesse s'appelle manque de lecture, ou d'où le clin d'œil de notre équipe de reportage qui a passé 3 jours avec nos 2 jeunes auteurs. Portrait croisé signé Souri Ibrahima Keïta. L'arbre fait les fruits, la terre a fait l'arbre. Comme un homme en train de somnoler, les fleurs d'un grand amour ont été meurtries. Un extrait du tout premier poème de mon livre, Les larmes de la tombe, qui contient une 60aine de poèmes. Dans ce pays, tout se dit et va à une vitesse inexplicable. Les mœurs sont telles que beaucoup d'hommes font plutôt attention à leur réputation car cette variable et la richesse y sont tout. 3 facteurs faiseurs de rois, d'écrivains vedettes, ont souri cette année à 2 jeunes auteurs de 18 ans, Ferrar Sib au Mali. Pourtant, il a suffi une œuvre de référence, un inspirateur, un incitateur, et voilà des écrivains en herbe de vrai. Le thème principal du roman, c'est la guerre. Et dans cette guerre, on retrouve le terrorisme. C'est sur les problèmes quotidiens, les problèmes de tous les jours que n'importe qui d'entre nous peut rencontrer, le problème de la mort, de la corruption, de l'injustice des dirigeants, la faim, la pauvreté. Aïcha Diara et Oumar Sidibé ont en commun cette passion pour l'écriture, les sports et surtout pour la politique. Engagés, ils le sont donc jusqu'aux ongles. Tout a commencé en première année du lycée, j'avais alors 14 ans, mais c'est précisément à 15 ans que j'ai commencé l'écriture. Ma première fois de voir un poème de Victor Hugo qui était D'aimer des lobes. Donc, on avait fait ça sous forme d'une récitation. Quand le professeur lisait, donc je me suis dit, et pourquoi moi aussi je ne peux pas écrire quelque chose de ce genre? Le poème m'avait fasciné, donc j'ai commencé à aimer la poésie comme ça. J'ai commencé à imiter Victor Hugo. J'ai écrit mon tout premier poème quand j'étais en 6e année.
L'inspiration, c'est venu des événements qui marquaient la communauté internationale. Et bien plus précisément le Mali, parce que moi j'ai commencé à écrire ce livre au moment où le Mali entrait dans une phase difficile, au moment où les terroristes étaient pratiquement en train de prendre le nord du Mali. Les garçons avaient fait un brillant travail et sur le plan de la forme aussi bien que sur le plan du fond. Donc nous tout de suite nous avons dit c'est l'occasion pour que notre maison puisse célébrer un 18 ans avec une production pareille. Et quand nous avons regardé également dans notre recueil, il se trouve que, pas seulement à Djamena, mais au Mali, il est parmi les auteurs les plus jeunes au Mali. Par les temps qui courent, c'est un bon exemple. Et du jour où j'ai vu Mlle Diarra, j'ai parié effectivement sur cette fille, en raison de la qualité de ce qu'elle a présenté, en raison de la forte personnalité qu'elle amenait. Et nous n'avons pas hésité un seul instant à prendre en charge son texte et à l'accompagner. Je voudrais faire des études de droit et devenir bientôt magistrat. Comme je fais marketing à la Flash, j'aimerais ouvrir une entreprise. J'aime beaucoup la politique et je voudrais dans le futur être un homme de politique. J'aimerais aussi me lancer un peu dans la politique, vu que nos aînés n'ont pas... la plupart de nos aînés n'ont pas été à la hauteur. Moi, j'aimerais vraiment changer les choses. Aïcha est une fille très rebelle. Elle est très rebelle. Elle est vraiment décidée à se battre contre la corruption, contre les mauvais dirigeants. Je la voyais tout le temps écrire. Moi, je la demandais même si elle se reposait. Bon, mais elle ne m'a jamais dit qu'elle faisait un livre. C'est lorsqu'elle a fini d'écrire maintenant qu'elle m'a dit qu'elle est en train de préparer un livre. J'aime bien Césaire parce que j'aime bien son côté engagé. Je dirais même que c'est le poète que je préfère. Mes écrivains préférés, je commencerai par aimer Césaire, Victor Hugo et Nietzsche. J'aime beaucoup aussi Jean Roumain, qui est le concepteur du roman Gouverneur de la Rosée. M. Sidibé est un modèle, est un bon exemple que nous voulons instaurer dans l'idée et dans la mentalité des jeunes afin qu'ils soient suivis comme exemple. Aïcha Diarra, on peut dire qu'elle est un modèle, un exemple pour cette jeunesse malienne et surtout avec ce recueil de poèmes qu'elle a donc écrit, étant très très jeune on peut dire, car elle est dotée d'une intelligence vraiment remarquable et également un esprit de créativité qui lui a permis de reconstituer tout de même un écrit qui va servir d'exemple à cette jeunesse malienne. Aujourd'hui, Aïcha Diarra est connue comme écrivain et poète, mais elle est surtout connue aussi comme la fille de 18 ans là, qui a conduit 200 jeunes à la primature pour dire au Premier ministre de l'époque: ça suffit comme ça, nous voulons un meilleur Mali. Comme l'œuvre est fonction de l'individu, des événements ayant marqué le cours de son existence, eh bien, l'actualité politico-sécuritaire du Mali marque profondément nos jeunes écrivains. Vu la situation dans laquelle le Mali était, c'était vraiment désolant. Mais actuellement, vu comment il se relève, là, ça nous encourage beaucoup plus. Après la crise, ce que moi je souhaite, ça c'est vraiment que tous les Maliens se rassemblent, que nous soyons un et uniques, que la corruption soit punie. Si la corruption n'est pas punie, le problème continuera toujours. La jeunesse c'est quelque chose d'unique. Elle ne se vit qu'une seule fois, elle ne se présente qu'une seule fois dans la vie. Et moi je pense que c'est bien là le moment idéal pour construire son avenir ou à défaut le détruire. Ce sont nous les jeunes appelés à diriger le pays plus tard. Nous devons nous instruire afin de mieux le diriger. Malgré leur passion commune, nos deux vedettes signeraient superbement. L'une habitant le quartier sans fil et l'autre Djikoroni. Depuis le vendredi 8 mars 2013, cette frontière n'existe plus. Retrouvailles utiles aidant. Cette rencontre a été pour moi exceptionnelle parce que bien sûr, on a des points en commun. Cette rencontre avec M. Sidibé est une rencontre vraiment spéciale pour moi parce que vu que lui et moi, nous sommes tous les deux des jeunes écrivains,
Et voilà, ce que j'ai aimé, c'est que nous avons les mêmes visions pour notre pays. Nos écrivains en herbe aspirent certainement devenir grands et réputés, pourvu que Dieu leur prête longue vie et talent. Voilà, bon vent à ces écrivains en herbe. Notre compatriote Amadou Diakité a été réélu cet après-midi pour un nouveau mandat de 4 ans au comité exécutif de la Confédération africaine de football lors de la 35e Assemblée générale à Marrakech au Maroc. Le représentant malien a obtenu 35 voix des 54 votants. Le Sénégalais Augustin Senghor a eu 12 voix. Et Biliti Moussa du Libéria, 7 voix au compte de la zone ouest. Autre réélection, le président de la Confédération africaine de football, CAF, Issa Hayatou, seul candidat à sa succession, a été réélu pour un mandat de 7 ans ce dimanche à Marrakech lors de la 35e Assemblée générale de la CAF. Âgé de 66 ans, Hayatou, président de la CAF depuis sa première élection en 1988, a été réélu à l'unanimité. Le Camerounais a promis que ce 7e mandat serait le dernier. Le président de la Fédération internationale FIFA, Joseph Blatter, ainsi que celui de la Fédération européenne UEFA, Michel Platini, ont assisté à cette 35e Assemblée générale ordinaire de la CAF au Maroc, où se déroulera la CAN 2015 ainsi que les 2 prochaines éditions 2013 et 2014 de la Coupe du monde des clubs. Quelques annonces avant de boucler cette édition. Femmes et violence, c'est le sujet de questions d'actualité de ce soir à l'occasion de la journée internationale de la femme. Mariam Sey et ses invités passent en revue les violences faites aux femmes. Question d'actualité, c'est après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Justement, Mali indivisible, l'émission reçoit aujourd'hui Jamil Bitar, président du Conseil économique, social et culturel. Avec lui, il sera question donc de la relance économique, mais aussi du rôle que peut jouer son institution dans la réconciliation et la reconstruction du pays. Une émission à retrouver donc après cette édition. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont aidé à sa réalisation. Je retrouve demain pour les éditions de 10h et 13h.